Bienvenue à tous. On est ravis avec Jacques de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire, donc qui est intitulé «Les usages de l'IA générative au service du tutorat». Donc on va se présenter rapidement avec Jacques et on va remettre dans le contexte, cette nouvelle offre qu'on propose avec Jacques, que nous proposons, au sein de Classilio, donc et qui mêle IA générative et tutorat. Ensuite, je balayerai rapidement avec vous, la mise en place du tutorat dans le paysage du digital learning, parce que vous verrez qu'il a une place particulière. Et je m'appuierai pour ça sur une étude que vous connaissez d'ailleurs sûrement et qui met plus qu'en évidence les attentes et les bénéfices attendus du tutorat. Ensuite, je repasserai la main à Jacques, qui vous prendra d'ailleurs par la main et qui vous emmènera avec lui dans l'utilisation de l'IA justement au service du tutorat, avec un rappel rapide d'abord sur des notions essentielles pour que vous puissiez bien comprendre la suite, avec le pourquoi, donc pourquoi on utilise l'IA générative pour faire du tutorat, le comment, donc comment on peut utiliser justement l'IA générative dans le cadre du tutorat, et il finira par les tâches que vous pouvez confier à l'IA avec des exemples très concrets. Vous verrez que Jacques vous présentera des prompts qui sera sûrement très utiles pour vous et qui vous donnera sûrement de très très bonnes idées. Et puis, bien sûr, on aura une séance de questions-réponses, hein, et je reprendrai la main à la fin. Et on aura de belles surprises d'ailleurs à vous proposer à la fin du webinaire, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez, ça vaut le coup. On va se présenter donc rapidement avec Jacques. Donc Jacques, je te propose que tu te présentes. Oui, d'accord. Bien, bonjour à chacune et chacun. Donc, je m'appelle Jacques Rodet. Ça fait longtemps que je travaille dans le monde de la formation à distance. Donc, j'ai occupé plein de postes, hein. Mais il y a eu une constante, c'est que je me suis toujours intéressé à ce que devenait la relation pédagogique lorsque les formateurs et les apprenants n'étaient plus en coprésence. Donc, c'est ce qui m'a amené à creuser ce sujet du tutorat à distance. Et bien évidemment, avec l'apparition des outils, d'IA générative, et on peut même remonter un petit peu avant, hein, dès que les chatbots sont apparus, et bien, il y avait un intérêt à pouvoir, les utiliser à des fins d'accompagnement, des apprenants. Donc, bah, c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Exactement. Donc moi, je me présente également rapidement. Donc moi, je suis Julien Tessler, je suis l'un des deux cofondateurs de la société Classilio. D'ailleurs, je suis accompagné aujourd'hui d'autres membres de l'équipe. Il y a le deuxième cofondateur qui est là, qui est Gwen Deniol, et également d'autres membres de l'équipe comme Enya et Aurélie qui sont chefs de projet chez nous et qui justement accompagnent nos clients pour la mise en place de nos solutions et sur les accompagnements qu'on propose. Et également de Vincent qui est au support et qui aide nos clients dans toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Pour vous expliquer, donc Classilio, c'est une entreprise qui existe depuis 2008, hein, donc on est présent depuis très longtemps dans le monde du digital learning. On va se présenter rapidement pour qu'on puisse remettre dans le contexte pourquoi le tutorat et l'IA dans le tutorat. Donc ça fait plus de 10 ans d'ailleurs, hein, qu'on travaille avec Jacques sur les tutorats. Et à la base, notre expertise, elle était dans l'offre d'une solution principale initialement, hein, en 2008, à partir de 2008, qui est de la classe virtuelle VIA, que vous connaissez déjà peut-être sûrement pour un grand nombre d'entre vous. Il faut savoir d'ailleurs que la classe virtuelle, aujourd'hui, dans toutes les études qui sont réalisées, est devenue l'outil préféré pour faire du tutorat à distance, hein, quand on fait de la formation à distance. C'est la solution qui est largement la plus utilisée pour faire du tutorat avec ses apprenants. Et on propose depuis plus de 4 ans une plateforme LMS, qui est très, très moderne, qui a beaucoup d'avantages et de fonctionnalités, hein, comme un déploiement express. On peut personnaliser de manière très complète et avec, par exemple, du multi-catalogue, multi-portail pour proposer des formations à ces différentes équipes, ces différents clients. Et bien sûr, l'intégration native de la classe virtuelle. Mais au-delà des solutions, hein, parce que les solutions, c'est intéressant, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important dans tout ça, c'est bien de s'en servir de ces solutions, c'est qu'elles servent à quelque chose, que vous les exploitiez dans la majorité de leurs capacités et pour répondre surtout aux objectifs, hein, de performance que vous avez pour vos formations. Et puis surtout de répondre à l'objectif essentiel, qui est de former des personnes, de faire monter en compétence les gens, en leur permettant d'acquérir des nouvelles capacités et surtout en leur donnant envie d'apprendre. C'est surtout ça qui est important. Et donc pour ça,
on a mis en place au sein de Classilio un accompagnement spécifique, qui est vraiment basé sur l'humain. Donc, Enia et Aurélie qui sont présentes avec nous, accompagnent justement nos clients dans cet accompagnement qui peut être autant fonctionnel que pédagogique. Et cette offre d'accompagnement s'appuie sur 4 leviers. Donc, principalement, quand on met en place une plateforme telle qu'un LMS, par exemple, on va proposer des ateliers, des formations pour dynamiser et rentabiliser votre LMS. Donc, pour justement dynamiser les LMS, on a 4 pôles. Le premier qui est un peu notre ADN, qui est basé sur les classes virtuelles, qui vous permet de maximiser l'engagement des apprenants dans vos classes virtuelles. Également, on propose depuis assez récemment de vous aider à mettre sur pied une offre de formation qui est vraiment adaptée et qui va être calibrée pour son public, donc soit son public interne si vous voulez former vos propres salariés, soit externe comme un organisme de formation ou un service formation, en vous aidant à bâtir des parcours de formation qui vont être adaptés et vraiment performants par rapport à l'attente de vos apprenants. Et puis bien sûr le tutorat, qui est le cadre de notre webinaire d'aujourd'hui, pour améliorer l'interactivité et l'individualisation des formations. Et également assez récemment, la mise en place de l'IA, donc au sein du tutorat, et également pour créer du contenu de formation, pour gagner en productivité. Et c'est bien sur ces 2 éléments-là qu'on va s'appuyer aujourd'hui avec Jacques. Et donc cette mise en place de cette offre a donné lieu à quoi avec Jacques? À 3 accompagnements, ateliers ou formations qui vous sont présentés ici. Donc le premier qui va vous permettre d'améliorer l'efficacité de vos formations grâce au tutorat. Donc en général, ça c'est un atelier qu'on propose qui dure 3 heures, qu'on propose à nos clients, à tout client qui veut intégrer et déployer notre LMS. On lui propose de suivre cet accompagnement-là. Et en fait, c'est pour permettre aux gens de prendre conscience de l'importance du tutorat pour la bonne réussite de leur formation par les apprenants, et de leur faire prendre conscience que l'accompagnement des apprenants peut être reconnu comme l'un des éléments de qualité d'une formation à distance. Et ça permet aussi de donner un professionnalisme à l'organisme de formation ou un service formation, par exemple. Et dans le cadre de cet atelier, on va aborder l'utilisation des outils d'IA, mais ça reste plutôt de l'acculturation. Ce n'est qu'une petite partie dans le cadre de cet accompagnement-là. Et donc, cet atelier il est destiné à toute organisation qui souhaite améliorer l'efficacité de leurs formateurs, des personnes qui vont être en charge du soutien des apprenants, pour qu'ils puissent persévérer et faire réussir l'apprentissage à distance. Deuxième action que l'on réalise avec Jacques, c'est un audit de votre dispositif tutoral, donc au sein de votre structure. Donc si par exemple vous êtes préoccupé par les taux de complétion de vos formations, qui sont en deçà de ce que vous auriez attendu ou que vous auriez espéré, et que vous vous demandez comment vous pourriez améliorer l'engagement et la motivation de vos apprenants, ou si vos formateurs éprouvent des difficultés, par exemple, pour adopter un peu cette posture justement d'accompagnant, de tuteur, et ben c'est vraiment l'audit qui va vous permettre de faire en sorte d'étudier ce que vous réalisez actuellement et de faire en sorte que le dispositif tutoral que vous mettez en place soit vraiment adapté aux attentes de vos apprenants et de répondre à vos objectifs de qualité et de retour sur investissement de vos formations. Et enfin, le troisième, qui a donné lieu en fait à ce webinaire avec Jacques, donc qui s'appelle les usages de l'IA générative au service du tutorat. C'est pour ça qu'on a intitulé comme ça ce webinaire. Là, on va vraiment passer un step supérieur sur l'utilisation des outils IA. On va vraiment se concentrer sur l'IA générative parce qu'en fait, les outils se sont multipliés. On est abreuvé d'outils. Tous les mois, il y a des nouveaux outils qui sortent depuis 2022. Et donc, c'est compliqué de s'y retrouver. Et donc là, cet atelier va vraiment être destiné à tous les formateurs, les accompagnants, les personnes qui travaillent dans les organismes de formation ou les services formation, les RH, qui veulent, pour les amener en fait à penser ou à expérimenter ces outils et les usages de ces outils d'IA générative au bénéfice du tutorat. Et c'est bien sur cet accompagnement-là qu'on va s'attarder aujourd'hui avec Jacques. Alors maintenant qu'on a brossé un peu ce que l'on peut proposer en termes d'accompagnement, c'était important de faire un petit focus sur quelle était la place du tutorat aujourd'hui dans le paysage du digital learning. Et là, clairement, si on avait voulu avec Jacques lancer une étude sur l'intérêt du tutorat et les attentes autour du tutorat dans le digital learning, honnêtement, on n'aurait pas pu faire mieux que la dernière étude qui est sortie de l'ISTF, donc que vous devez sûrement connaître. Maintenant, c'est vrai qu'ils viennent de sortir il y a quelques jours la 11e édition de leur étude, qui est maintenant l'une des références dans le secteur du digital learning, avec un grand nombre de chiffres très intéressants sur ce domaine-là. Et clairement, vous le verrez si vous l'avez téléchargé ou si vous le téléchargez bientôt, c'est un véritable plébiscite pour le tutorat.
Donc, première info, ce qui remonte de cette étude, donc qui est basée sur plus de 400 réponses de répondants, d'entreprises, d'organisations. Quand on demande aux RH, aux directions formation, aux professionnels de la formation aujourd'hui, quels sont leurs enjeux prioritaires pour 2025, le premier, à la très grande majorité, c'est d'optimiser l'engagement des apprenants. Et le deuxième, c'est d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Hein. Et donc, l'engagement des apprenants, c'est vraiment l'enjeu clé de 2025. Donc, mon petit doigt me dit que vous avez bien fait de choisir ce webinaire aujourd'hui. Je pense que vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses. Ensuite, dans les facteurs de motivation pour terminer une formation en ligne, donc là, c'est du point de vue du management. C'est vraiment le point de vue du management. Clairement, le premier facteur de motivation, c'est la présence d'un tuteur. Alors après, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, je ne vous ai pas tous mis, j'en ai mis que quelques-uns, les prioritaires. Il y a aussi l'obtention d'une certification, l'aménagement bien sûr d'un temps dédié à la formation. Mais celui qui ressort en priorité, c'est la présence d'un tuteur. Côté apprenant, là c'est quasiment pareil. Le premier, c'est l'obtention d'une certification. Et ensuite, c'est la présence d'un tuteur. Et là, on voit que le tutorat a un impact direct sur le taux de complétion d'une formation. Donc là, c'est le dernier élément qui sort de cette étude. Donc là, c'est issu du document. Donc en gros titre, le tutorat, l'atout majeur de la complétion. Et donc là, vous voyez, c'est sans appel. Vous voyez qu'à gauche, sans tutorat, vous avez 58% des dispositifs qui sont non tutorés qui ont une complétion inférieure à 10%. Alors que si vous intégrez du tutorat dans vos parcours, vous avez 65% des dispositifs tutorés qui ont un taux de complétion supérieur à 60%. Donc la différence est absolument énorme. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que malgré tout ça, et malgré ce qu'on dit et la sensibilisation qu'on fait depuis des années, souvent le tutorat, c'est un peu le parent pauvre de la formation. Alors pourquoi c'est le parent pauvre? Très souvent, c'est à cause d'une méconnaissance de ce qu'est le tutorat et de son périmètre. C'est aussi parfois beaucoup dû au budget. Les gens pensent que du coup c'est non rentable, que ça va pas être rentable parce que ça va nous prendre du temps, donc de l'argent pour mettre en place du tutorat. Alors qu'en fait, ce qui coûte cher réellement, c'est l'abandon de la formation et la démotivation des apprenants. Parce que je vous assure qu'une personne qui va être démotivée ou qui va suivre une formation sous la contrainte, plus que sur l'envie, elle n'aura pas trop l'envie de suivre une formation ensuite, de suivre une nouvelle formation. Et avec Jacques, on estime qu'en gros, c'est bien d'investir entre 10 et 15% en gros de son budget d'ingénierie pédagogique pour les aspects tutoraux. Et puis, il y a le manque de temps aussi. Et souvent d'ailleurs un temps qui est pas souvent reconnu malheureusement quand on fait du tutorat, parce que c'est souvent le formateur en fait qui assume cette tâche et qui fait qui fait et la formation et le tutorat. Et donc, c'est là où tout est l'intérêt de ce webinaire d'aujourd'hui, et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre, c'est que l'association de l'IA et du tutorat, ça peut tout changer en fait. Là, pour le coup, autant il y a plein de choses où l'IA, on vous le vend à longueur de journée sur plein de thématiques, et parfois ça a des intérêts et d'autres, l'intérêt est vraiment très limité. Là, en l'occurrence, ça peut être un vrai game changer, parce que ça peut être une vraie opportunité pour les professionnels de la formation de vous permettre de lancer des actions tutorales que de toute façon, vous n'auriez peut-être jamais lancées, parce que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner une rapidité de mise en place, ou en tout cas, ça va vous mettre le pied à l'étrier, et que vous n'auriez peut-être pas fait parce que vous n'auriez pas eu la volonté de le faire, l'envie, le budget, le temps. Et donc là, ça peut vraiment vous aider à avancer, à mettre ça en place. D'autant plus que les gains sont très importants. Si vous luttez contre l'abandon, par exemple, le coût de votre formation ne sera pas la même. S'il y a 90% des gens qui vont au bout de votre formation ou s'il n'y en a que 20%, votre formation, elle ne vous a pas coûté le même prix au final. Et puis, c'est l'image de marque aussi. C'est la fidélisation de vos apprenants qui auront envie de suivre vos formations parce qu'ils auront été accompagnés dans les formations que vous allez leur dispenser. Et puis, ça vous permet aussi de redonner de l'envie sur certains types de formations, comme par exemple les formations certifiantes ou obligatoires. Parce que souvent, les gens disent, bon, c'est obligatoire. Donc, comme c'est obligatoire, de toute façon, ils la feront, il n'y a pas le choix. Ils seront obligés de la faire. Là, le fait d'intégrer du tutorat et de remettre une vraie place au tutorat, ça va redonner du sens aux apprenants. Et ça va leur permettre aussi de rendre ces formations obligatoires plus agréables, avec une volonté d'acquérir des connaissances et puis d'éviter surtout une perte d'intérêt des apprenants lorsqu'ils vont suivre une formation. Voilà, c'était pour brosser un peu le paysage. Je vais passer la main à Jacques qui va donc vous prendre par la main et qui va vous faire un rapide retour sur le tutorat et l'IA générative. Jacques, je te laisse la main. Merci Julien.
Oui, alors on parle de tutorat et tu soulignais, Julien, que parfois il y a de la méconnaissance hein, sur ce que revêt le tutorat. Et souvent, on va résumer le tutorat aux interventions qui vont permettre de répondre aux questions que les apprenants se posent sur le contenu de la formation. Donc, bien évidemment, c'est important, mais il y a d'autres dimensions. Alors, dans la littérature, hein, essentiellement scientifique, hein, qui nous vient plutôt des départements de sciences de l'éducation, on identifié à peu près 7 fonctions, hein, 7 fonctions tutorales, accueillir et orienter, aider organisationnellement, bien sûr aussi avoir un soutien pédagogique, avoir des interventions qui vont porter sur les aspects socio-affectifs, motivationnels. Ne jamais oublier aussi la fonction technique, hein, puisque si un apprenant rencontre des difficultés techniques, eh ben, il y a de fortes chances qu'il recommence pas beaucoup, qu'il ne poursuive pas sa formation. Et puis une autre dimension qui est la dimension métacognitive, c'est-à-dire pouvoir amener l'apprenant à prendre du recul sur son vécu d'apprenant. Ce qu'on sait, c'est qu'un apprenant qui sait évoquer, qui sait parler de ses manières d'apprendre, réussit davantage que celui qui n'en est pas capable. Donc en fait, c'est d'arriver à amener les individus à prendre ce recul hein, sur leur vécu. Puis il y a une dernière fonction, une fonction évaluative, alors qui peut être un petit peu en tension avec les premières qui sont plutôt des fonctions d'aide. Et la fonction évaluative, ça dépend du type d'évaluation qu'on fait, hein, bien évidemment. Lorsqu'on se contente simplement d'évaluation sommative, notamment sous forme de QCM, bon, bah, c'est une sanction en fait. Hein, ça participe pas vraiment de l'apprentissage. Alors, dans la recherche sur le tutorat, il y a d'autres personnes qui sont intéressées à la manière aux besoins que les apprenants ressentaient et aux besoins de soutien. Et donc, ils ont classé ça, non, si tu veux revenir, ils ont classé ça en 4 plans, le plan cognitif, le plan socio-affectif, le plan motivationnel et le plan métacognitif. Alors mon apport, qui date là, je crois de mémoire de 2011 ou 2012, ça a été de croiser ces fonctions tutorales avec ces plans pour identifier des objectifs tutoraux génériques. Donc par exemple, si on à la fonction accueil et orientation et au plan cognitif, on a informé sur le dispositif de formation. Donc vous voyez bien que c'est un objectif, ça ne nous dit rien de la manière dont on va l'atteindre, à travers quelles interventions, mais cette matrice, elle peut servir effectivement à une organisation pour déterminer les objectifs tutoraux qu'elle veut poursuivre. Alors il y en a 28, je ne vais pas tous vous les décrire, bien évidemment, et je n'ai rencontré aucune formation où on poursuivait ces 28 objectifs. Hein. La plupart du temps, on en choisit entre 5, 10, 12, et puis à partir de là, on va bâtir les interventions tutorales qui vont permettre de les poursuivre. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement hein, sur le tutorat à distance. Et puis on va faire un petit peu le point aussi sur les usages génériques des outils d'IA générative. Donc, le premier d'entre eux, c'est de rédiger, hein, rédiger des articles, des rapports, des comptes rendus, des scripts de vidéos. Mais bien évidemment, c'est aussi générer, hein, c'est même de là que le nom hein, de l'IA générative vient. Alors, qu'est-ce qu'on génère? Ben, on peut générer des idées, des images, de la musique, des vidéos. On a d'autres usages, bien évidemment. On peut discuter avec l'outil d'IA générative, donc lui poser des questions ou lui demander de nous en poser, hein, c'est aussi un autre intérêt. Pouvoir avoir des feedbacks sur des choses qu'on imagine, mais aussi des évaluations, avoir des conseils, et on verra que finalement, c'est pas inintéressant dans le cadre du tutorat, hein, de pouvoir formuler des conseils. On peut reformuler aussi. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que parfois, bon, le tuteur, il n'est pas forcément le concepteur, hein, de la formation ni des activités, d'apprentissage. Or, ces activités, elles sont présentées avec un énoncé, des consignes et puis parfois, c'est pas toujours très clair, ou pas adapté complètement au public auquel on s'adresse. Donc utiliser les outils d'IA pour, simplifier, expliquer,
vulgariser, vous voyez, si vous demandez dans votre prompt, de reformuler, une phrase, mais pour qu'elle soit accessible à un enfant de 12-13 ans, vous allez avoir un résultat très performant et ça va vous permettre, de rejoindre, votre public et tout votre public, quoi, hein. Alors d'autres usages aussi, qui est peut-être un usage qui est un peu moins utilisé et qui est pourtant très intéressant. Parce que ce qu'on demande souvent à l'IA, c'est de nous générer des choses, quoi, qu'on va pouvoir directement utiliser. Bon, directement, c'est peut-être, un peu vite dit parce que bien évidemment, il y a quand même toujours une activité de contrôle à avoir, sur ce qui a été généré par l'IA, hein. Mais l'autre usage, c'est, d'analyser et analyser, par exemple, ces productions, tout simplement pour pouvoir, les approfondir, les améliorer, heu, voilà ce qu'on peut faire donc, en termes d'analyse. On peut aussi, structurer, organiser, trier, catégoriser, classer. Donc là, c'est très intéressant dès lors qu'on a ça vient directement au soutien de l'analyse, hein. Quand vous avez par exemple des données et que vous souhaitez les trier, vous souhaitez les classer, et bien là, les outils d'IA sont assez performants. On peut aussi rechercher des informations, des sources, alors c'était pas très évident en 2022, mais maintenant, tous les outils d'IA incitent leurs sources. Trouver des références, mais là encore, méfions-nous, hein, moi je fais, souvent un petit exercice pour tester, hein, les nouveaux outils, comme disait Julien, il en apparaît tout le temps, hein, et donc je lui demande, de citer, quelques-unes de mes publications. Et alors parfois, ils m'inventent des choses, hein. Ils m'inventent des titres d'articles que je n'ai pas écrits dans des revues pour lesquelles je n'ai pas contribué non plus. Parfois la revue n'existe pas non plus. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment un travail de vérification et puis, pour faire de la veille aussi, c'est assez pratique, hein. On peut avoir un prompt, alors sans parler même d'agents, hein, qui sont des agents d'IA, hein, qui sont en train d'arriver, mais, avoir un prompt qu'on va réutiliser de manière régulière, pour faire le point, sur les nouvelles actualités dans un domaine précis, quoi, hein, par exemple. On peut aussi simuler, alors ça c'est très utile pour les apprenants, moi je trouve, simuler des situations, par exemple un entretien, une évaluation, une soutenance, voilà. Mais aussi des conversations, on peut simuler des jeux de rôle, et pourquoi pas aussi un certain nombre de scénarios qu'on imagine, heu, d'une situation donnée. Donc, la simulation, c'est toujours intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait quand on simule? C'est qu'on fait la chose, mais sans prendre de risques. Donc, et on peut repérer ses erreurs et donc s'améliorer. Alors, on peut automatiser, donc ça, c'est ce que nous promettent, hein, beaucoup les agents, hein, qui commencent à se développer. Donc, automatiser des processus, des tâches. On peut générer des foires aux questions, par exemple, qui permettent de répondre aux questions sur le contenu, hein, que peuvent avoir les apprenants. Et puis, on peut aussi automatiser l'envoi de mails, par exemple, hein. On peut programmer, alors là, je vous en dirai pas trop parce que moi je programme pas, mais je sais, j'ai quelques amis qui, eux, codent et ils utilisent beaucoup pour débugger, en fait, hein, pour débugger leurs scripts, voire les simplifier, voilà. Voilà donc quels sont les usages génériques de l'IA, générative? Alors bien évidemment, c'est au sein de ces usages génériques qu'on va trouver un certain nombre d'usages qui sont liés, en fait, au tutorat. Alors, j'aimerais vous parler d'une notion que je mets en avant, que j'appelle la cobotique tutorale. À l'origine, la cobotique, se développe au milieu des années 2010, hein, et signifie plutôt, comment un humain va pouvoir collaborer avec un robot. Mais bon, vous savez qu'aujourd'hui, même si la robotique continue à avancer beaucoup, elle intègre, et elle avance aussi notamment parce qu'elle intègre des outils d'IA générative, hein. Donc ce qui permet, d'avoir une discussion, assez aisée et fluide, avec un robot. Donc, finalement, ce terme de cobotique qui était réservé à la robotique, aujourd'hui, on pourrait l'appliquer à n'importe quelle situation où un humain va devoir, utiliser, faire appel à des outils d'intelligence artificielle et notamment, d'IA générative. Donc,
La cobotique tutorale, c'est l'association de l'IA et des tuteurs humains au bénéfice des apprenants. Alors bien sûr, il faut descendre au niveau des actions et vous savez, il y a 3 verbes qui, définissent, la réalité, d'une action. Pour que l'action existe, il faut, savoir la faire, il faut pouvoir la faire et il faut vouloir la faire. Pouvoir, savoir, vouloir, ce sont 3 termes, s'il vous en manque un, il y a pas d'action. Alors on peut se poser la question, mais, qu'est-ce qu'on pourrait confier à l'humain, pardon, à l'IA qu'un humain ne peut pas faire? Alors, il y a plusieurs choses que je mets en avant là, notamment analyser les traces des apprenants de manière rapide et approfondie, hein. Dès lors que vos apprenants se connectent à un LMS, ils laissent des traces d'apprentissage, mais souvent on n'en fait pas grand-chose, hein. Alors si à la fin, parfois, on va s'intéresser à 2-3 KPI, mais c'est à peu près tout. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir une analyse continue en fait, hein, de ces activités. Il y a aussi autre chose qui est important, à distance, c'est compliqué de détecter les signaux faibles de démotivation, hein. Alors bon, il y en a qui sont plus évidents que d'autres, hein, bien évidemment. Si la personne ne se connecte pas, ne réalise pas les activités, bon là, faut pas être grand clair, on voit bien qu'il y a un problème. Mais parfois, il y a des signaux qui sont beaucoup plus faibles et donc là, l'IA, peut nous aider. Notamment, il y a un groupe de travail, un Moodle qui avait, travaillé sur un donc qui avait défini un algorithme pour, identifier, les apprenants qui avaient un risque d'abandon élevé. Heu, voilà, donc ça peut être, intéressant bien évidemment. Heu, Ce qu'on ne peut pas faire non plus en tant qu'humain, c'est d'avoir un état d'avancement précis de chaque apprenant et du groupe en entier, voire des sous-groupes. Heu, En fait, c'est pas qu'on peut pas le faire en tant qu'humain, mais c'est que ça nous prend énormément de temps. Donc là, effectivement, tout ce que peut nous remonter l'IA, devient intéressant. Alors après, bah, il y a ce qu'on ne sait pas faire, hein, en tant qu'humain. Bah, une première chose, c'est qu'on ne sait pas être disponible, 24 heures sur 24. Or, une des premières qualités que les apprenants attendent de leur tuteur, c'est d'être justement disponible. Donc il y a là, par exemple, on va pouvoir, positionner un chatbot, n'est-ce pas? Qui va pouvoir, répondre aux premières questions, hein, que peuvent avoir les apprenants. Heu, Avoir en continu des rapports de son activité en tant que tuteur et de celle des apprenants, là aussi, c'est un petit peu compliqué. Donc on peut le faire aussi, hein, on peut, reporter dans un tableau ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et cetera. Mais avec des outils d'IA, on pourrait arriver à générer finalement des rapports, hein, qui soient, plus automatiques. Et puis, ça correspond aussi au fait de reconstituer l'historique de la relation tutorale. Parce qu'on parle beaucoup de personnalisation, hein, en formation, hein. C'est un thème qui est à la mode depuis depuis 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas. Mais, comment vous voulez personnaliser votre accompagnement si vous n'avez pas la mémoire des échanges que vous avez eus avec l'apprenant? Que ces échanges aient eu lieu sur le forum, aient eu lieu par téléphone, ou que sais-je. On a besoin de cette reconstitution et là, des outils d'IA peuvent nous aider. Enfin, bah, il y a ce qu'on veut pas faire, hein, en tant qu'humain, notamment toutes les tâches tutorales répétitives, l'envoi de notifications, de rappels, de relances, et puis répondre aux questions les plus fréquentes. Alors ça fait longtemps, hein, qu'on peut faire des foires aux questions, hein, bien évidemment, mais en utilisant un chatbot, qui va aller, se concentrer uniquement sur les données du cours, hein, ou de la formation, eh bien, on va pouvoir, disons, apporter des réponses 24 heures sur 24 à nos apprenants. Alors, il y a peut-être un principe, enfin plusieurs principes même, pour que cette cobotique tutorale soit responsable et j'aurais pu dire d'ailleurs transparente aussi, hein. D'abord, il me semble que les tuteurs, à un moment ou à un autre, ils doivent participer, collaborer à l'élaboration des algorithmes, des outils d'IA. Je vous citais l'algorithme de cette équipe de Moodle et en fait, j'en avais eu une démonstration il y a déjà plusieurs années
et quand j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte noire, hein, ben là, c'était impossible à savoir, quoi, et c'est quand même un petit peu gênant, quoi, hein, vous voyez? Heu, Ensuite, 2e principe, qui me paraît très important, c'est qu'on doit se servir de l'IA pour diagnostiquer, mais pas pour, qu'elle décide de faire des choses, de faire des interventions tutorales, par elle-même. Alors, ça va poser la question des agents parce que précisément les agents d'IA, c'est la promesse, hein, c'est qu'ils vont pouvoir faire les choses eux-mêmes. Moi, je pense qu'il faut que la décision d'intervention reste au tuteur humain. Par exemple, vous avez quelqu'un qui ne s'est pas connecté, depuis très longtemps, donc il y a un risque d'abandon. Eh bien, les causes de, cette non-participation, elles sont multiples et donc il y a forcément, heu, à diagnostiquer dans un premier temps quelle est la cause avant de pouvoir faire l'intervention. Or, l'IA, elle va simplement constater, il y a pas de participation. Donc, en fonction, de ce qu'on leur a demandé de faire, on va supposer qu'il s'agit d'un problème technique, alors peut-être que simplement la personne est en congé, ou que sais-je, quoi. Vous voyez? Donc, laisser à l'humain la décision de la réalisation de l'intervention tutorale. Alors une fois qu'il a décidé, peut-être que cette intervention peut être faite aussi par l'IA, hein, ça, bien sûr. Et puis 3e principe, on le sait, l'IA, fait gagner du temps. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Ben, moi je pense qu'il faut le réutiliser pour améliorer la qualité et en termes d'accompagnement, souvent on est limité dans ces interventions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les faire, ou on a trop d'apprenants, et donc à partir du moment où l'IA va pouvoir répondre par exemple aux questions sur le contenu qui correspondent à, selon les dispositifs, entre 25 et 40 des interventions tutorales, eh bien, ce temps-là, on va pouvoir le réutiliser, le reconfier au tuteur humain pour qu'il, investisse, des plans de support, support motivationnel, socio-affectif, métacognitif, qui habituellement, ne sont pas, ou peu investis. Alors, comment on va utiliser l'IA générative en ingénierie tutorale? Alors, un petit rappel quand même sur ce qu'est l'ingénierie tutorale, c'est tout simplement de définir l'ensemble des actions qui permettent de définir, de concevoir, de diffuser et d'évaluer des services d'accompagnement, des services tutoraux. Comme pour toute ingénierie, ben, le propos, c'est de produire des livrables. Donc, dans l'ingénierie tutorale, il y en a 4. Il y a le système tutoral, il y a le scénario tutoral, il y a le plan de diffusion et le dernier, c'est l'audit tutoral. Donc, on va voir un petit peu, quels sont les outils qu'on peut utiliser, hein, pour, réaliser les actions de chacun de ces livrables. On va commencer par le système tutoral. Donc, le système tutoral, il y a plusieurs actions, enfin, je limite là à 3, il peut y en avoir un peu plus, mais ces 3-là sont absolument nécessaires. La première, c'est d'analyser les besoins de soutien de vos apprenants. En fait, dans la littérature, vous allez trouver des, besoins génériques, hein, comme je parlais tout à l'heure des objectifs tutoraux génériques. Mais, si vous voulez vous adapter parfaitement à votre public, eh ben, il y a quand même, à faire une analyse peut-être de documents qui existent, mais aussi pourquoi pas, de provoquer des enquêtes, des entretiens et cetera. Alors, quand on fait des entretiens, par exemple, ben, il y a un premier travail, c'est d'arriver à transcrire ces, ces sons, hein, qu'on a enregistrés, enfin, ce dialogue qu'on a enregistré. Moi, j'utilise, très fréquemment, cet outil, Scripps-MA. Il y en a d'autres, hein, et puis, comme, le disait Julien, ça avance toutes les semaines, hein, donc, on en a d'autres qui sont apparus il y a pas très longtemps, que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais voilà. Hem, Quand on a tout cela, bah, ensuite, bah, il faut l'analyser et là, les outils, d'IA peuvent être très utiles. Alors pendant très longtemps, moi, j'ai utilisé ChatPDF parce que c'était le seul à peu près qui permettait, de télécharger un PDF et puis ensuite de le questionner. Maintenant, il faut à peu près tout ça, hein, quel que soit l'outil que vous utilisez, que ce soit Perplexity, ChatGPT, Claude, et cetera. Hem Ensuite, quand on a fini l'analyse des besoins, souvent on a une bonne liste de besoins,
beaucoup trop importante, et donc il va falloir la prioriser. Et là aussi, on va pouvoir utiliser un certain nombre, donc une priorisation, c'est une analyse, hein. Donc on va aussi pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. Et puis la dernière action du système tutoral, c'est de déterminer les profils de tuteurs. Alors, souvent, hein, d'ailleurs dans la plupart des formations, le tuteur, c'est le formateur. Mais, je vais prendre un exemple, si pour un organisme de formation, il est plus, facile de mutualiser le tutorat technique sur toutes ces formations en faisant appel à quelqu'un de sa DSI, plutôt que de demander à chacun de ces intervenants, de ces formateurs, d'être super au point, techniquement, vous voyez? Donc on peut avoir plusieurs profils de tuteurs et bien, là aussi, on va pouvoir, s'appuyer, sur les outils pour pouvoir rédiger les fiches descriptives de ces profils. Sur le scénario tutoral, alors le scénario tutoral, c'est quelque chose d'essentiel, hein, parfois on n'a pas fait le système tutoral et on a notre scénario pédagogique et puis, ben, on décide de repérer et de concevoir les interventions tutorales qui doivent accompagner, ce scénario pédagogique. Donc, la première chose qu'il faut faire, eh bien, c'est de concevoir les interventions tutorales et de les positionner sur le scénario pédagogique détaillé. Alors pour ce faire, décrire les interventions tutorales, c'est, souvent, aller jusqu'à proposer des modèles de messages que le tuteur va pouvoir utiliser. Vous voyez? Donc, là, je souligne un outil, moi, que j'aime bien, qui s'appelle Pi. Ses éditeurs le présentent comme étant plus empathique, bon, je mets des guillemets, mais enfin plus empathique que les autres. Et c'est vrai que, les textes qu'il propose sont un peu plus sympathiques. Voilà. Mais on peut utiliser, d'autres outils comme Perplexity, Claude, et cetera. Après, une fois qu'on a décrit les interventions tutorales, il faut les quantifier en temps. Alors là, moi, j'ai pas trouvé d'outil, hein, qui permettait de faire ça. Alors moi, j'ai mes propres, équations, je dirais, hein, qui permettent de quantifier précisément, combien de temps ça va prendre à un tuteur d'envoyer un message proactif, de répondre à un message, envoyé par un apprenant, et cetera, hein. Il y a tout un tas d'interventions qui peuvent être, quantifiées, bien évidemment. Dernière action, du scénario tutoral, c'est de rédiger la charte, tutorale, c'est-à-dire les droits et les devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres. Donc là aussi, alors il y a pas mal de modèles, hein, qui existent, hein, de chartes tutorales, on les trouve assez facilement sur le web. Donc ça peut être intéressant effectivement d'en récupérer un ou 2, de les charger dans ChatGPT, de faire un prompt, avec des éléments de contexte, de votre contexte, concernant aussi votre public et cetera et vous allez pouvoir générer assez rapidement une charte tutorale. Bien évidemment, comme toujours, il y aura des ajustements, du contrôle à faire, mais ça fait gagner du temps, hein. Ensuite, le troisième livrable, c'est le plan de diffusion. C'est-à-dire comment on va, préparer, dans un premier temps, les futurs tuteurs à leurs tâches. Heu, donc souvent, hein, les on a encore quand même pas mal de formateurs qui n'ont pas été en situation d'accompagner, hein, des apprenants à distance ou qui l'ont fait, pendant la pandémie, puis ils ont oublié depuis, voilà. Donc là aussi, bah, il va falloir les former, hein, et notamment les former sur les interventions tutorales qu'on a précédemment conçues et qu'ils doivent réaliser. Donc là aussi, j'ai listé un certain nombre d'outils, hein, qui peuvent être qui peuvent être sollicités. Ensuite, il faut mettre au point des outils de suivi des interventions tutorales. Donc là, j'ai pas cherché, mais, grosso modo, il faut utiliser une base de données, hein. Moi, j'utilise, ce genre d'outils pour permettre aux différents tuteurs, et notamment quand il y a plusieurs tuteurs, hein, sur, une même formation, et bien de pouvoir se coordonner un petit peu. Donc là, il nous faudrait effectivement un outil d'IA génératif qui permettrait d'interroger les bases de données. Bon, voilà, ça existe certainement, j'ai pas complètement cherché. Et puis, là aussi, il faut, chose importante, déterminer le modèle économique, du dispositif tutoral.
Donc, bah, modèle économique, c'est la prise en compte à la fois des coûts, des gains, possibles et les gains, comme l'a souligné, tout à l'heure Julien, ne sont pas toujours sonnants et trébuchants. Ils peuvent être en termes d'image de marque, hein, en termes de fidélisation, donc avoir une dimension marketing en quelque sorte, hein. Eh bien, donc, pouvoir déterminer avec, un outil d'IA, générative, quels sont les grands axes, et les grandes orientations du modèle économique de votre dispositif tutoral, bah, ça, c'est possible. Et puis, alors, il y a l'audit tutoral. Donc là, bien évidemment, il faut que le dispositif tutoral existe. Bah, c'est comme tout audit, hein. D'abord, on recueille des données, qu'elles soient convoquées ou provoquées, on les analyse et après on rédige des préconisations. Donc là encore, beaucoup d'outils, hein, peuvent nous aider à faire chacune de ces tâches. J'entends bien nous aider, hein, pas, faire à notre place, hein. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, parce Oui. que je pense que Alors ça juste passe. peut-être, un petit point important aussi pour tous les auditeurs. Ce qu'on a voulu aussi avec Jacques, parce que c'était bien indiqué lorsque vous êtes inscrit à ce webinar, c'est de pouvoir maîtriser vos coûts et vos budgets. Tout ce que vous a présenté Jacques aujourd'hui et tous les outils qu'il vous présente en termes d'utilisation, que ce soit ChatGPT, Perplexity, Po, et cetera, ce n'est que les versions gratuites, hein. Ah oui, Vous oui, n'avez oui, pas oui. besoin d'avoir les abonnements, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils IA qui sont aussi intégrés dans des plateformes, que ce soit des Mmh plateformes mh. de LMS ou d'autres. En fait, on s'aperçoit que, ben, malgré tout, ces outils qui sont intégrés ne sont qu'un ersatz de l'outil originel qui lui, est, ChatGPT ou Mistral ou, Mmh. Perplexity et cetera, et que souvent vous avez des résultats qui peuvent être plus complets, voire plus poussés quand vous utilisez les outils originaux. Donc là, on vous propose d'utiliser les outils originaux et en plus de ça, en version gratuite. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin de payer un abonnement pour chacun de ces outils pour l'utiliser. C'est accessible totalement gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'on va confier comme tâche, hein, tutorale à l'IA, générative? Bah, d'abord, il y a toutes les notifications, hein, que ça va du message de bienvenue jusqu'à des informations tout au long du déroulement de la formation, des rappels d'échéance, notamment quand il y a des travaux qui sont à remettre par les apprenants. Souvent, on rajoute, hein, des ressources, hein, en cours de route, hein, dans la formation, donc bien sûr, il faut notifier, les apprenants. On peut aussi, envoyer, et ça on le fait déjà, hein, à travers dans plusieurs plateformes, hein, plusieurs LMS, on peut envoyer des messages automatiques, notamment de soutien ou de félicitations ou d'encouragement, et cetera. Donc tout ça, bien sûr, peut être, supporté par l'IA. Bien évidemment, on a les chatbots, donc pour répondre aux questions fréquentes sur le contenu du cours. Aussi peut-être pour apporter de l'aide technique, hein. Vous savez, les personnes qui n'arrivent plus à se connecter parce qu'elles ont oublié leur mot de passe, bon ben, voilà, un chatbot peut leur apporter quand même les solutions. Ça peut être utile aussi pour, avoir des explications, des compléments sur les consignes, des activités qu'on demande aux apprenants de réaliser. Et puis, aussi avoir quelques conseils pour utiliser tous les outils en ligne, hein, qui sont utilisés durant la formation. Donc ça peut être fait uniquement par l'IA. Par contre, il y a des tâches on va réaliser avec l'aide de l'IA générative. D'abord, reformuler des énoncés et des consignes d'activité, notamment si vous voulez les adapter à un public ou à des profils d'apprenants différents, hein. Pourquoi pas, tenir compte, du fait que vous avez certains apprenants qui sont dyslexiques et à ce moment-là, bah, vous allez, en mettant dans votre prompt le profil, du type d'apprenant et votre énoncé, vous allez demander une reformulation et il vous fait ça, assez bien, hein. Aussi rédiger des conseils de réalisation, sur les travaux qui sont demandés. Souvent, c'est assez peu fait, hein, on se limite à l'énoncé, à la consigne et puis après débrouille-toi. Bah, c'est bien de pouvoir rédiger des conseils et alors là, Pi est parfait, hein, mais enfin bon, j'ai essayé Mistral il y a pas longtemps aussi, c'était très bien aussi. Donc adapter, personnaliser les activités d'apprentissage et d'évaluation en fonction des caractéristiques de certains apprenants. Donc vous pouvez définir des personas, hein, et puis, mettre ces caractéristiques, dans votre prompt. Rédiger des rétroactions à portée formative aux travaux des apprenants.
Donc, là, je me suis mis sur Mistral et alors j'ai fait le même travail avec ChatGPT, avec Perplexity et très sincèrement, j'ai trouvé que c'était Mistral qui était alors à ma grande surprise, hein, parce que j'avais vu les premières versions, j'avais pas trouvé ça extraordinaire et là, c'était vraiment très intéressant. Donc moi, j'ai un travail à évaluer, un travail d'un apprenant, donc je télécharge, le travail de l'apprenant. Ensuite, je dis, bah, sur quoi porte le travail. Donc là, c'était la production d'un scénario tutoral, pour une formation de praticien en acupression. J'ai repris les attentes, et le barème de notation qui était présent déjà, dans l'énoncé, de l'activité. Donc c'est une évaluation critériée, il y a un certain nombre de points, hein, que l'apprenant peut gagner, sur certains critères. Et puis, je lui demande ensuite de alors, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai lu, le travail de l'apprenant assez rapidement pour essayer de repérer ses points forts et les points qui étaient plus faibles, donc à améliorer. Donc j'en ai fait la liste dans mon script et après je lui demande de proposer un commentaire formatif structuré qui commence par une appréciation positive, qui souligne les points forts spécifiques en les illustrant, qui identifie les axes d'amélioration de manière constructive, qui fournit des conseils concrets et des ressources pour progresser, et qui se termine par un encouragement personnalisé. Et ensuite, je lui demande de me proposer une note sur 100. Je lui précise aussi que son commentaire doit être bienveillant, précis et orienté vers le progrès de l'apprenant. Il doit avoir un ton encourageant tout en restant professionnel. Et donc, voilà le résultat, de Mistral. D'abord une appréciation générale, donc là qui était plutôt bonne, hein, parce qu'effectivement c'était, pour la petite histoire, ce travail, moi je l'avais déjà évalué l'an dernier, hein et ça m'avait pris à peu près 2 heures et demie, hein, ouais, parce que je fais des travaux qui sont assez consistants, une quarantaine de pages. Je fais des commentaires, très précis, hein, donc ils reçoivent, 4-5 pages de commentaires, donc ça prend un peu de temps bien évidemment à faire. Mais c'est certainement là que finalement ma plus-value de pédagogue est la plus grande quoi, hein, voilà. Donc après, il a bien respecté ma consigne, donc il m'a proposé, des messages, sur les points forts, donc sur la description des tâches tutorales, sur l'utilisation, des outils. Puis après, sur les axes d'amélioration, là aussi, il me propose, il y avait une formation qui n'était pas suffisamment présentée, enfin, pas suffisamment détaillée. Donc là, il propose un certain nombre de choses. Par exemple, vous pourriez inclure une section introductive qui résume les objectifs généraux de la formation, le public cible et les compétences attendues à la fin du cursus. Bon. Ensuite, bon, dans ce travail, l'étudiant avait un parti pris pour le synchrone au détriment de l'asynchrone, mais sans trop l'avoir argumenté. Donc, bah, par exemple, vous pourriez expliquer comment le synchrone permet de créer un lien plus fort entre les apprenants et les tuteurs. Pour la conservation de la mémoire des interventions tutorales, donc, qui n'avait pas été évoquée, donc, lui souligner qu'il faudrait prévoir des outils, des méthodes pour conserver cette mémoire. Et puis la partie métacognitive était, très succincte, mais elle était entamée. Donc, voilà, par exemple, vous pourriez décrire plus en détail les étapes de votre processus de travail, les difficultés rencontrées, les solutions apportées. Puis après, bah, des conseils concrets et des ressources pour progresser, donc, à nouveau sur la présentation enfin sur chacun des axes d'amélioration. Et puis pour finir, un encouragement personnalisé. Et il me propose une note de 75 sur 100. Là aussi, pour la petite histoire, moi j'ai abouti à 73 sur 100. Alors, néanmoins, il y a des petites choses. Alors, on va réutiliser, moi maintenant je fonctionne comme ça, je réutilise ces messages, mais bien évidemment, je les personnalise encore davantage. Et puis, il y a des choses qui lui échappent un petit peu. Par exemple, j'ai mis au point une formule qui permet, que j'appelle le taux tutoral, qui permet à partir de quelques éléments d'arriver, donc les éléments, c'est la durée du parcours, c'est le nombre d'apprenants, et cetera. Et ça permet d'avoir une première approximation sur la durée du tutorat qu'il faut prévoir s en fonction de la qualité du tutorat qu'on veut avoir. Donc là, bah, dans ce travail, l'étudiant a voulu reprendre ça, sauf qu'il s'est planté dans l'équation et bien évidemment là, Mistral et lui, il a pas su, hein.
mais comme ChatGPT le savait pas non plus, comme, Perplexity le savait pas, personne ne le savait. Donc bien évidemment, ça fait gagner du temps. Moi, j'estime que ça va me faire gagner, facilement un tiers à 40 de mon temps de rédaction. Donc, c'est pas négligeable. Au lieu de passer 2 heures et demie, je vais y passer 1 heure, ou 1 heure et quart, c'est pas mal. Alors oui, on va aussi pouvoir, rédiger des rétroactions, hein, à portée formative, ça on vient de le voir, suivre, avoir un suivi des apprenants par l'analyse de leurs traces d'apprentissage et identifier les signaux faibles que j'avais déjà cités précédemment. Et donc là, on va passer à des exemples de prompts. Vous voulez évaluer et donc, ben, vous donnez le rôle, hein, en tant qu'évaluateur expérimenté dans le domaine de l'information de l'ingénierie pédagogique. Veuillez analyser le travail de l'apprenant ci-joint tenant compte des éléments suivants. Donc, pertinence du contenu, structure et organisation, compétences démontrées, qualité de l'expression, créativité et originalité, respect des consignes. Et puis il se poursuit. Voilà, en tant que là, alors là, ça correspond plus en fait au prompt que j'ai utilisé là, hein, sur Mistral, hein, mais voilà, donc vous avez, cette reprise, hein, heu et puis je crois qu'on en a un dernier. Alors ça, c'est plus intéressant. Je vous ai dit, on peut reformuler tout à l'heure, les énoncés des activités en fonction du type d'apprenant. Mais en fait, on peut le faire pour plein de choses et moi, j'aime beaucoup utiliser la typologie du Viviane-Glickman que vous connaissez peut-être, qui, alors elle date un peu, hein, parce que Viviane, elle est à la retraite depuis déjà longtemps, mais ça reste, tout à fait intéressant à utiliser. Donc elle a déterminé 4 grands types d'apprenants à distance. Il y a les déterminés, les marginaux, les hésitants et les désarmés. Et donc, on va pouvoir, demander, à l'outil d'IA, pour chaque type d'apprenant, d'adapter l'énoncé et les consignes de l'activité en pièce jointe. D'ajouter aussi des conseils de réalisation de l'activité à destination des apprenants. Ça, c'est quelque chose qui est, alors que Pi fait très, très bien, hein, alors je n'ai pas encore comparé récemment avec les dernières moutures des autres outils, mais Pi le fait très bien et puis aussi, lui demander d'ajouter des conseils à l'intention du formateur tuteur, qui accompagne les apprenants afin qu'ils puissent s'assurer que les apprenants réalisent, effectivement et correctement l'activité. Et là, je dois vous dire, l'IA devient un outil de professionnalisation des tuteurs qui est très intéressant. Parce que souvent, en fait, les formateurs, ils ont leur bon sens pour pouvoir accompagner les apprenants. Mais ils n'ont pas forcément, toutes les connaissances sur l'ensemble des aspects, du tutorat et puis, parfois, ils sont un peu en panne d'inspiration, notamment sur, comment, maintenir, les apprenants en activité et là, je dois vous dire que quand on utilise ce type de prompt eh bien, on a des propositions tout à fait intéressantes. Alors, encore une fois, qui sont on en prend, on en laisse, on en adapte, mais ça peut, être, tout à fait intéressant. Ah, il y a des questions. Une question de Jean-Luc. Oui. A-t-on estimé des gains de temps ou financiers sur certains types de tutorat? L'aspect économique du tutorat est très, très lié en fait à la durée des interventions, hein, des tuteurs, hein. Donc c'est un peu la même chose. Comme je le disais, hein, on peut arriver à réduire, assez fortement son temps de travail, notamment lorsque, au niveau de la conception, du scénario tutoral, on va jusqu'à la proposer des modèles de messages par rapport à tel type d'intervention qui doit être réalisé. Et alors ça, ce modèle, bien évidemment, on va pouvoir, si on doit le rédiger soi-même, en fonction de sa rapidité et cetera, je sais pas, un message d'une dizaine de lignes, on va peut-être mettre 5 minutes. Mais si on génère un modèle avec un outil d'IA et qu'on demande simplement au tuteur d'utiliser ce modèle en l'adaptant, bien évidemment, hein, au cas, là, on divise le temps par 4. Hein, c'est au lieu de prendre 5 minutes, on va prendre 1 minute et demie, hein, on fait un copier-coller, on change 2-3 choses et cetera. J'ai donné aussi, hein, au niveau de la quantification sur les retours, hein, sur les rétroactions qu'on peut faire aux travaux.
Bon, ben, moi j'estime qu'on gagne à peu près, 40 hein, en tous les cas, moi je gagne à peu près 40. Je connais pas d'études, c'est encore peut-être un petit peu tôt parce que, bon, comme on l'a vu au début, il y a encore peu de gens qui utilisent l'IA générative à des fins tutorales, hein. Donc, on a et j'ai pas vu de publication, hein, récente sur le sujet non plus. Mmh. OK. Il y a Jean-Marie également qui dit qu'on parle peu de Copilot. Alors on le voit apparaître, hein, dans les différents outils que tu Oui, si, proposais si, tout à l'heure, oui, Copilot, oui, sachant que Copilot est basé, hein, à la base sur, aussi ChatGPT, hein. Ils ont investi plusieurs milliards, chez OpenAI, donc c'est ChatGPT derrière qui est sur le moteur de Copilot. Donc on retrouve à peu près le même type de résultat, j'imagine, entre Copilot et ChatGPT. Mais oui. oui, Jack avait bien indiqué dans les différentes activités, Oui, moi j'en l'utilisation de utilise une Copilot. quinzaine, bon voilà. Alors par contre pour, Julija, je pense Oui, que c'est comme ça qu'on prononce, oui, qui nous dit, que, parfois, ben, pour garder la même précision des retours, on est obligé de passer à la version payante ou parfois il y a des outils qui vous limitent, hein, oui. dans la version gratuite. Alors effectivement, mais maintenant il faut vous poser la question suivante. Vous voyez, avant l'été, ChatGPT 4o était payant. Après l'été, il est devenu accessible gratuitement pour tout le monde. Est-ce que vous êtes à 3 mois près? En fait, c'est ça qu'il faut vous poser comme question. Alors si vous êtes à 3 mois, bah, payez, hein, mais vous voyez, on sait jamais, on a sans arrêt des surprises. Moi, la dernière surprise que j'ai eue, c'est Mistral. Très sincèrement, la rétroaction qu'il a générée là au travail, elle est d'une qualité incomparable par rapport à Perplexity et à ChatGPT. Alors ChatGPT gratuit, hein, on est d'accord. Mais c'est le 4 roues quoi, hein. Donc très sincèrement, ça change. Alors nous, on fait de la veille, hein, par rapport à ça, hein, et bien évidemment, on peut vous accompagner pour identifier, hein, les bons outils au bon moment. Alors, la structuration des méga prompts de Guillaume Ouais. peut-elle être facilitée par un outil permettant de rappeler tout ou partie du prompt via un tag et classer ces tags? Personnellement, j'ai des répertoires de prompts. Vous voyez, alors vous savez, on en trouve, il y a énormément de gens, hein, qui publient les 50 prompts pour le formateur, voilà, et cetera. Moi, très sincèrement, mon conseil, c'est plutôt, apprenez à prompter et plutôt que d'utiliser des prompts qui sont faits par les autres. Et puis, bien évidemment, alors ce que vous pouvez faire, quand vous êtes, pas encore trop habile, hein, dans la rédaction des prompts, ou que vous maîtrisez moins les méthodologies, vous pouvez, tout simplement vous appuyer sur des outils d'IA générative. Moi, par exemple, quand je dois générer une image, je demande, alors je vais par exemple dans ChatGPT et je lui dis: «Ben voilà, propose-moi des idées de prompts pour générer une image qui va représenter telle chose ou telle chose», quoi. Et là, il me propose, 5 ou 6 prompts différents. Il est bien rare qu'il n'y en ait pas un qui me convienne et ensuite ce prompt, je vais le mettre dans un outil, d'IA génératif qui génère des images. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien utiliser les outils d'IA pour vous aider à prompter ou pour vérifier la qualité du prompt. Par exemple, il y en a un outil qui s'appelle PromptBot. Si vous mettez votre prompt dans PromptBot, il va vous poser des questions, il va vous demander des précisions et avec, les éléments d'information que vous allez lui fournir, il va vous reproposer un prompt amélioré et plus performant. Donc juste pour terminer du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on a effectivement des dernières surprises pour vous. On sera présent au Learning Technologies France, donc qui a lieu la semaine prochaine à la porte de Versailles. Pour ceux qui veulent venir, qui veulent continuer la discussion, parce que c'est tellement passionnant comme discussion et puis le tutorat, il y a des challenges à relever qui sont magnifiques, qui peuvent vous apporter beaucoup dans la réalisation de vos formations. N'hésitez pas à venir, ça sera avec un grand plaisir d'échanger avec vous. Jacques sera également présent sur le salon. Alors, il ne sera pas tout le temps sur le stand Classilo, il sera aussi en vadrouille, hein, mais quand vous viendrez, on pourra le contacter pour qu'il vienne sur le stand aussi et échanger avec vous. Et d'autant plus que pendant ce salon et dès maintenant, en fait, on propose deux cadeaux qui peut être très intéressant également pour vous si jamais vous êtes en recherche ou si vous connaissez quelqu'un qui sera en recherche. En fait, on fait une offre exceptionnelle là qui va durer jusqu'à la fin mars où on offre 6 mois d'utilisation de notre plateforme Lara LMS. Ah, et dedans, bien sûr, quand vous vous équipez de la plateforme,
on intègre et on pourra vous proposer un accompagnement et dont l'accompagnement qui sera réalisé avec Jacques sur la partie tutorale. Et également, on vient de sortir un guide qui vous permet de vous donner, donc c'est plus de 30 pages d'astuces, de bonnes pratiques, de réflexions sur comment digitaliser son offre de formation. Donc ça c'est pareil, on pourra le récupérer, alors pas le document mais le lien pour avoir accès à ce guide sur le salon, pour pouvoir faire cette demande et avoir accès et au guide et pourquoi pas une période d'essai de 6 mois de notre plateforme de Lara LMS gratuitement. En tout cas, on vous remercie énormément avec Jacques de votre participation. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous et de vous présenter tous ces éléments. J'espère que ça vous a plu. Et puis, dans tous les cas, on reste à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions pour Jacques, on les relaiera à Jacques avec grand plaisir. Et on reste à votre disposition. Donc, très bonne journée à tous, bon déjeuner. Et surtout, mettez en place du tutorat. Vous verrez, ça a beaucoup d'avantages et ça apportera beaucoup à vos apprenants. Merci à tous, très Au bonne revoir. journée et à très très bientôt. Au revoir.